Chers amis, bon, ça y est, vous avez votre machine idéale à vitrectomie. Et avant de commencer à opérer, vous devez faire quelques choix et paramétrages pour répondre à vos exigences qui sont enlever le vitré de façon efficace, en évitant de faire des hypotonies oculaires, mais aussi des à-coups hypertoniques, des incarcérations vitréo-rétiniennes et, bien sûr, des morsures ou des déchirures rétiniennes par traction. Vous devez donc choisir avec quelle gauge vous allez travailler et donc, en fonction de cela, vous allez choisir les chiffres maximum de débit d'aspiration, de vide et de fréquence de coupe que vous allez inscrire dans vos différents programmes. Alors, bien sûr, si les 3 précédents chapitres qui concernent les caractéristiques de la machine à vitrectomie reposent sur des lois physiques universelles de la dynamique des fluides, ce que je vais vous dire maintenant ne repose que sur mon expérience et n'engage donc que moi. Bon, je sais que les jeunes apprennent à opérer les décollements en 25 gauges et vont donc me trouver très vieux jeu, voire même ringard dans mes choix, puisque je n'ai pratiquement jamais opéré de décollement qu'en 20 gauges sans trocard, et d'ailleurs sans ressentir le besoin de changer. Je ne veux pas vous convaincre d'opérer en 20 gauges sans trocard. Je veux juste vous expliquer les raisons des choix qui ont fait que j'ai pu résister si longtemps à cette course irrépressible au plus petit, au plus rapide et finalement au plus cher, course dans laquelle le gagnant n'est pas le malade, mais l'industrie. Vous avez compris tout au long de ces chapitres que la vitrectomie dans le décollement de rétine n'a pas du tout les mêmes buts et les mêmes exigences que dans la chirurgie maculaire. Dans la chirurgie maculaire, on n'enlève qu'une partie du vitré pour se permettre de travailler aisément. On n'a donc pas l'obligation d'enlever tout le vitré et la bore transconjonctivale avec trocard est une avancée, en tout cas c'est comme ça que j'opérais. Dans le décollement de rétine, dans mes indications de vitrectomie, indications qui sont à de très rares exceptions près les mêmes que celles du IVRS RD Study, le tableau clinique est suffisamment sérieux pour nécessiter une vitrectomie complète. Les statistiques nous ont montré que l'ablation de la hyaloïde postérieure et l'utilisation pour ce faire de machines performantes diminue considérablement le risque d'échec et le besoin d'injecter du silicone. Mais, nous l'avons vu précédemment, la réalisation de cette vitrectomie complète avec peeling de la hyaloïde postérieure exige une dépression sclérale rétro-équatoriale et donc une désinsertion conjonctivale. Et oui, les seuls décollements que l'on peut opérer par vitrectomie sans désinsertion conjonctivale sont, dans 95% des cas, des décollements pour lesquels il n'y a pas d'indication de vitrectomie. Les 5% restants étant des indications indépendantes du stade de PVR, hémorragie du vitré ou opacité capsulaire par exemple. Si vous admettez donc que vous avez besoin pour votre vitrectomie complète d'une dépression sclérale et donc de désinsérer la conjonctive, l'utilité de la mise en place de trocars va vous apparaître alors discutable car, en fin de compte, la principale justification du trocard est de pouvoir retrouver la sclérotomie à travers le mur conjonctival. C'est pour ça qu'on met un trocard et que l'on accepte que le trou entraîné par le trocard soit beaucoup plus gros que celui dont on a besoin pour notre pièce à main. Mais comme cette principale justification n'existe plus
quand on fait une désinsertion conjonctivale. Quelle autre raison aurait-on de placer un trocar? L'autre raison invoquée serait de permettre les entrées et sorties avec moins de risques d'incarcération. Pour le savoir, demandons à ceux qui peuvent nous dire si c'est vrai ou non, les endoscopistes. J'ai donc questionné Jean-Paul Amar, Claude Baucher et Alexandre Portman. Tous m'ont affirmé que l'usage des trocars n'entraîne pas moins d'incarcération, confirmant donc ce qu'avait déclaré Frank Corr en d'autres temps. Deux d'entre eux prétendent même qu'il y a plus d'incarcération car il y a plus de vitrés autour de l'emplacement des trocars et sont d'ailleurs revenus à une chirurgie sans trocars lorsqu'une vitrectomie complète est nécessaire. Donc, vous voyez, confirmation nous est donnée. Quand on fait une désinsertion conjonctivale, il n'y a pas de raison de mettre un trocar. D'autant que, grosso modo, un trocar de 23 gauges fait une ouverture sclérale de 20 gauges et un trocar de 25 gauges fait une ouverture de 23 gauges. Je faisais une désinsertion conjonctivale chaque fois que je faisais une vitrectomie pour décollement de rétine. Cela vous explique donc pourquoi j'opérais en 20 gauges sans trocar. Alors, vous pouvez me dire, ok, mais pourquoi ne pas opérer en 23 gauges sans trocar ou même en 25 gauges sans trocar? Les raisons sont au nombre de 3. 2 d'entre elles sont spécifiques du 25 gauges. D'une part, la flexibilité des instruments. Dans une chirurgie maculaire, les instruments sont pratiquement toujours verticaux, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de pression latérale. Dans le décollement de rétine, c'est différent, et notamment pour la vitrectomie périphérique, où les instruments peuvent se tordre et devenir dangereux. D'autre part, comme je vous en avais déjà parlé dans la chirurgie maculaire, il n'y avait pas, à l'époque où j'opérais, de pic en 25 gauges permettant d'amorcer le peeling d'une hyaloïde adhérente. Or, dans ces cas de décollement nécessitant une vitrectomie, le peeling de la hyaloïde est primordial. La troisième raison, qui est commune à toutes les gauges autres que le 20 gauge, c'est qu'il n'y avait pas, et je crois qu'il n'y a toujours pas, de kit d'infusion 23 ou 25 gauges tel que le kit de FCI en 20 gauges. Ce kit comprend, outre la lentille de Kilp, dont je vous ai déjà parlé, qui a un petit rebord en silicone qui permet de la prendre, un couteau calibré avec butoir permettant de faire une incision sclérale trapézoïdale. Pourquoi trapézoïdale? Parce que tous les instruments n'ont pas le même diamètre. Je m'explique. Si vous utilisez une lancette pour faire une sclérotomie, vous aurez une incision au bord parallèle, suffisamment large pour permettre le passage de la pièce à main du vitréotome, mais trop large pour la pince à membrane dont le corps est plus mince. Il y aura donc des fuites. Le couteau de FCI fait une incision qui, au niveau de la surface sclérale, est suffisamment large pour permettre l'introduction aisée de la pièce à main, mais au niveau choroïdien, au niveau profond, elle est beaucoup moins large, fait bien moins de 20 gauges et permet donc une étanchéité également pour la pince à membrane. Ce kit comprend également une infusion biseautée munie d'un petit ressaut lui donnant ce caractère autobloquant. Une fois mise en place, l'infusion ne peut pas ressortir sous l'effet d'une manœuvre involontaire ou sous l'effet de la pression d'une injection de silicone, comme cela est le cas avec les trocars habituels. Cela diminue donc le risque d'infuser sous la rétine. Il ne fait nul doute que si un tel kit avait existé en 23 gauges, j'aurais travaillé en 23 gauges. En 25, peut-être pas à cause de la flexibilité des instruments, mais en 23 gauges, oui.
Bon, vous avez choisi les gauges avec lesquelles vous allez travailler. Il vous faut maintenant déterminer les paramètres. Il faut paramétrer votre machine pour ce qui est de l'infusion, du vide maximum, du débit maximum d'aspiration et de la fréquence de coupe. Voyons tout d'abord l'infusion. Le paramétrage de votre infusion va conditionner deux choses, la pression d'infusion et le débit d'infusion. La pression d'infusion est la seule responsable de la pression intraoculaire, qu'elle soit liée à la hauteur du compte-gouttes d'une bouteille dans un système par Gravity ou à la pression que vous avez présélectionnée dans un système PIO. C'est pareil. Et cela, quel que soit le diamètre interne de la tubulure que vous avez choisi, que vous soyez en 20 gauges, en 23 gauges, en 25 gauges ou en 27 gauges. Lorsque vous n'aspirez pas, c'est-à-dire lorsque votre pompe n'entraîne pas de débit d'aspiration, la pression d'infusion sera la même partout, dans l'œil, dans les tubulures d'infusion et d'aspiration. Le seul moment où cela n'est pas vrai, c'est quand la tubulure d'infusion est clampée. C'est pourquoi il est si important d'avoir la commande de l'infusion à la pédale pour pouvoir arrêter l'infusion chaque fois que vous enlevez un instrument, afin d'éviter que la pression d'infusion ne pousse votre vitrée dans les sclérotomies, même si vous avez des trocars valvés. Lorsque vous aspirez, la pompe va entraîner un gradient de pression et faire baisser légèrement la pression intraoculaire. Avec un système par gravité et un compte-gouttes à 60 cm au-dessus de l'œil du malade, si vous créez un débit d'aspiration de 6 à 7 cc minute, ce qui est déjà pas mal, c'est près de 2 fois le volume du globe en 1 minute, la pression intraoculaire va passer de 46 mm de mercure à 40 mm de mercure, ce qui est franchement pas un problème. Sitôt que vous n'aspirerez plus, elle remontera à 46 mm de mercure. Jamais plus, jamais moins, à moins de pincer la tubulure d'infusion ou bien sûr de clamper. En système PIO, la machine va compenser cette perte de charge comme on peut le faire en levant la bouteille d'infusion. Par contre, à chaque arrêt d'aspiration, la pression intraoculaire subira une onde de choc liée à l'inertie du système. C'est pourquoi j'utilisais la gravité. J'aimais bien aussi travailler avec un œil un peu ferme pour éviter les variations de focus liées à l'hypotonie. C'est pourquoi j'aimais bien avoir une PIO autour de 40 mm de mercure et placer donc le compte-gouttes à 60 cm au-dessus de l'œil du malade, qui lui-même doit être placé à la même hauteur que la pompe de votre machine, sinon tous les chiffres seront faussés. Vérifiez ce détail, c'est important. Le débit d'infusion maintenant, il dépend de la pression d'infusion, mais aussi du diamètre interne de la tubulure d'infusion et de la ligne d'infusion. Vous devez donc connaître le débit max d'infusion du système que vous avez choisi, car il va conditionner votre débit max d'aspiration pour éviter d'aspirer plus que votre capacité d'infusion, ce qui entraînerait une grosse hypotonie. J'aimerais attirer votre attention sur un problème. Plus vous travaillerez en petit diamètre, en 25 gauges, et a fortiori en 27 gauges, plus votre débit max d'infusion sera bas. Par exemple, en 27 gauges, avec une ligne d'infusion normale, votre débit d'infusion max est de l'ordre de 6 cc minute. Si, comme moi, vous n'aimez pas travailler sur un œil mou, vous ne pourrez donc pas aspirer à plus de 4 cc minute, ce qui, pour votre vitrectomie centrale, peut vous sembler insuffisant. Vous aurez alors deux solutions. Soit vous utilisez une ligne d'infusion dite high flow
qui fait remonter votre débit max à 10 cc minutes et vous pourrez alors aspirer à 6, 7 ou 8 cc minutes. Soit vous pouvez avoir la tentation d'augmenter le débit max d'infusion en levant la bouteille ou en augmentant les paramètres d'infusion du système PIO. Mais alors, attention, car pour rétablir un débit d'infusion de 10 cc minutes, c'est-à-dire pour augmenter votre infusion de 60%, il va falloir exercer une pression d'infusion 60% plus forte, ce qui, à l'arrêt de votre aspiration, va créer une pression intraoculaire très élevée, avec toutes les conséquences que cela sous-entend. Je vous conseille donc absolument d'éviter de compenser la faiblesse du débit d'infusion en 25 et 27 gauche. Adaptez simplement votre débit d'aspiration en fonction de ce que peut vous donner votre débit d'infusion dans des conditions normales, quitte à mettre un peu plus de temps. Voyons maintenant le vide maximum. Ça va être rapide. Vous êtes en contrôle de débit d'aspiration. Le vide qui va être produit pour obtenir le débit demandé va être mesuré par la machine, mais il va se faire automatiquement en fonction du débit et de la viscosité du fluide. Il n'y a pas, à mon sens, de raison pour lui mettre une limite supérieure. On ne bride pas le nombre de tours minutes du moteur d'une voiture dans la mesure où l'on contrôle sa vitesse, car on peut avoir besoin de réserve de puissance en cas d'urgence pour doubler un camion. Là, c'est pareil. Dans la mesure où l'on contrôle son débit, pourquoi ne pas utiliser moins 600 ou moins 650 mm de mercure quand on est dans un vitré visqueux? Donc, laissez votre vide au maximum de ce que peut vous proposer la machine. Pour ce qui est maintenant du débit d'aspiration, si vous voulez bien, je vais l'aborder en même temps que la fréquence de coupe, car ces deux paramètres marchent ensemble. D'une façon générale, plus vous augmentez le débit d'aspiration, plus vous êtes efficace, mais plus vous avez de risques de traction à distance. Plus vous augmentez votre fréquence de coupe, moins vous êtes efficace, mais moins vous avez de risque de traction à distance. Le problème, c'est que chaque décollement est différent, selon que le vitré ait des adhérences postérieures ou non, qu'il soit bien visqueux ou liquéfié, que la déchirure soit toute petite ou très large, que la rétine ciliaire soit détachée ou non, etc., etc., ce qui fait que le débit d'aspiration et la fréquence de coupe doivent être contrôlés indépendamment l'un de l'autre et être adaptés au cas par cas en fonction des particularités cliniques et des risques encourus. Ne prenez donc pas les exemples du programme que je vais vous proposer comme hyper safe. Vous devez vous adapter et adapter vos paramètres à chaque cas particulier. On ne conduit pas sur une route de montagne avec les mêmes paramètres que sur une autoroute. Ceci dit, voici une base de programme assez logique avec lequel vous pouvez travailler. Pour la vitrectomie centrale, lorsque la rétine et la cristalloïde postérieure sont loin de l'endroit où vous travaillez, vous pouvez raisonnablement avoir le désir d'être efficace. Vous allez donc choisir une aspiration assez élevée. Si, comme moi, vous aimez travailler sur un œil ferme pour éviter les plis d'hypotonie péropératoire, votre maximum d'aspiration ne doit pas se rapprocher à moins de 2 cc de votre maximum d'infusion. Cela ira bien également avec votre désir d'entendre parler le vitré, puisque vous serez dans des zones où le vide nécessaire pour obtenir le débit dans le vitré est loin de celui dans le BSS. Pour entendre le son du vide varier, ayez soin de paramétrer le son en fonction du vide et non pas en fonction du débit, nous l'avons déjà vu.
Vous choisirez donc en 20 gauche un débit de 12-14 cc minutes. En 23 gauche, un débit de 10 cc minutes. En 25 gauche, un débit de 7 à 8 cc minutes. En 27 gauche, high flow, un débit de 5 à 6 cc minutes. Et en 27 gauche, normal, un débit de 4 cc minutes seulement. Pour ce qui est de la fréquence de coupe, si vous voulez être efficace, c'est-à-dire avoir le temps entre deux coups de coupe d'aspirer le vitré avoisinant, ne coupez pas à plus de 1200 coups minutes. Personnellement, ma fréquence maximale de coupe était à 800 ou 1000 coups minutes. Si vous coupez au-delà de 2000 ou 2500 coups minutes, vous n'aspirerez que le vitré au contact de la porte de votre vitréotome. Pour enlever plus de vitré, il vous faudra balayer systématiquement les 4000 mm3 d'espace vitréen, et vous ne serez pas dans l'efficacité. Par contre, lorsque vous utilisez un bon débit d'aspiration, notamment en 20 gauche ou 23 gauche de l'ordre de 10 à 12 cc minutes, ne coupez pas avec une fréquence trop basse, inférieure à 300 coups minutes, car là, votre attraction vitréenne sera très forte et vous risquez d'entraîner des déchirures à distance. Pour la vitrectomie périphérique, maintenant, lorsque vous êtes proche de la rétine ou de la cristalloïde postérieure, l'enjeu n'est plus d'être efficace, mais d'être précis. Nous n'avons donc plus besoin d'un débit d'aspiration supérieur à 5 cc minutes, voire même 4 cc minutes. Avec cette limite-là, si vous savez avoir le pied un peu léger sur la pédale, il vous sera très facile de descendre votre débit d'aspiration à moins de 1 cc minute. Pour ce qui est de la fréquence de coupe, mon maximum était de 600 coups minutes, soit 10 coups par seconde. Là encore, pas de problème pour réduire cette fréquence à 1 coup par seconde ou 1 coup toutes les 2 secondes. Pour ce qui est du vide, là encore, il ne sert à rien de le limiter. Vous pouvez avoir besoin de cette réserve lors d'un peeling de hyaloïde postérieur, lorsque vous aurez engagé les fibres hyaloïdiennes dans la porte du vitréotome, réalisant une occlusion et bénéficiant alors de toute cette réserve de puissance jusqu'à moins 650 mm de mercure pour décoller la plaque hyaloïdienne. C'est l'avantage de travailler en contrôle des débits, car vous pouvez réaliser cette occlusion grâce à un débit d'aspiration de 2 cc minutes et faire monter la dépression jusqu'à moins 650 mm de mercure sans risque de pépin, puisque à la rupture d'occlusion, vous continuerez à travailler à 2 cc minutes et n'aurez plus comme en Venturi les effets d'un vide à moins 650. Ah, j'oubliais. Certains d'entre nous ont du mal à gérer en même temps la pression de leurs pieds sur la pédale pour diminuer ou augmenter le débit et la surveillance de la pièce à main. Ils ont tendance à se concentrer sur la pièce à main et à travailler un peu pied au plancher. Je peux alors leur conseiller de faire 3 programmes au lieu de 2, avec un programme central, comme on a vu, un programme de moyenne périphérie avec un débit max de 6 cc par minute, par exemple, et un programme périphérique avec un débit d'aspiration maximum de 3 cc par minute seulement. Voilà, vous avez fini le paramétrage de votre machine. Vous êtes donc prêt à commencer votre vitrectomie. J'ai presque déjà tout dit, il ne me reste que quelques petits conseils que nous verrons dans le chapitre suivant. À bientôt.